N'hésitez pas, qu'on se voit à la page découvert. Je vous invite à garder vos caméras fermées. Sinon, si ça ne vous gêne pas, je vous invite à laisser vos caméras ouvertes pour que ce soit un petit peu plus humain pour nous. Voilà. Et que là, il est 13 heures. Je vais laisser peut-être 1 ou 2 minutes de plus pour laisser le temps aux gens de se connecter. Mais pour ceux qui sont déjà présents, merci beaucoup d'être là. Amandine va pouvoir nous parler plus en détail de tout ce qui concerne la fiscalité au Canada, un sujet hautement en demande en ce moment. C'est vraiment la bonne période pour ça. Mais voilà, donc on va attendre 2 petites minutes supplémentaires pour laisser le temps aux gens de se connecter. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Je rappelle qu'on est aussi en direct sur Facebook et que la conférence est enregistrée. Donc, si jamais la conférence vous intéresse ou que vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées, on pourra partager le lien également a posteriori sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à la partager avec les personnes qui vous entourent et qui pourraient être intéressées ou concernées, parce que c'est vrai que ça concerne finalement beaucoup de monde, ce type de sujet. Donc, n'hésitez pas. Hop, donc j'admets les nouvelles personnes. Ça fait, il est 13h02, donc en attendant que les gens continuent de rentrer, je vais les accepter au fur et à mesure. Je rappelle pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre que la conférence est enregistrée. Donc vous aurez le lien également a posteriori. Alors, donc merci Amandine d'être avec nous aujourd'hui, encore une fois pour une conférence très intéressante sur le sujet qui va porter sur la fiscalité au Canada, particulièrement pour les personnes qui sont expatriées et qui habitent ici. Donc, je vais te laisser te présenter et puis nous expliquer un petit peu plus en détail ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, bonjour Audrey, bonjour à tous. Merci beaucoup Audrey. En effet, c'est pas la première conférence qu'on fait ensemble. Alors donc moi je travaille pour le cabinet MSGL qui est situé à Montréal. Voilà, je suis la directrice fiscale côté Canada pour le cabinet. Donc je m'occupe des particuliers qui sont installés au Canada et le cœur de notre clientèle. Donc ce sont les Français installés au Canada. Donc ça va vraiment être l'axe aujourd'hui de la conférence et du sujet. Voilà, donc au cabinet, on fait des déclarations d'impôts forcément, hein. Là, c'est bientôt la période avec avril qui arrive, cette échéance. Mais on accompagne aussi, pour le coup, les Français sur tous les sujets fiscaux vraiment au Canada. Donc ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'impôt de départ, aux régularisations de situations, etc. Avec Audrey, on a déjà fait plusieurs conférences d'ailleurs sur tous ces sujets-là que vous pouvez retrouver, je pense, sur la chaîne d'Audrey d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y en aura aussi d'autres à venir dans l'année sur ces points spécifiques-là. Voilà. Aujourd'hui, le but, c'est un peu de vous donner une vue d'ensemble sur la fiscalité canadienne, notamment avec en arrière-plan l'idée d'avril et des déclarations d'impôts qu'il faudra déposer pour le 30 avril. Donc aujourd'hui, on va balayer un petit peu tous les sujets. Et puis, c'est vrai que quand il y aura des sujets plus spécifiques, ce sera peut-être plus sur d'autres conférences. N'hésitez pas à interagir aussi si jamais il y en a qui ont des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser pour le coup. On répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. Moi, ma présentation, elle dure en principe entre 20 et 30 minutes. Donc après, on a du temps pour les questions ou autres. Et si je ne parle pas toute seule, c'est bien aussi pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et petite précision aussi, c'est vrai qu'on va parler beaucoup de français, c'est plus un terme générique pour parler en fait des personnes qui viennent de l'extérieur du Canada et qui sont installées ici et qui sont concernées. Et aussi, le cabinet est situé à Montréal, mais je crois que tu confirmes que vous pouvez vous occuper des personnes qui sont dans les autres provinces aussi, hein. Oui, totalement. On fait toutes les provinces. Nous, le cabinet se situe à Montréal, mais on travaille dans toutes les provinces. Il faut savoir que dans la majeure partie, les règles sont quand même similaires et les spécificités sont plutôt au Québec que dans les autres provinces. Donc, pour le coup, on travaille avec toutes les provinces et notamment, on a aussi beaucoup de clients en Ontario parce que nous, on travaille avec Vinci et ils ont énormément de salariés sur des projets en Ontario. Donc, voilà, on couvre vraiment toutes les provinces. Et puis après, s'il y a des petits sujets particuliers par province, on peut aussi les traiter. Super, merci. Alors, bon, je commence avec la première slide.
Oui, exactement. Bon, là, je vous ai remis un petit peu le sommaire de la présentation de tous les sujets qu'on allait évoquer aujourd'hui. Comme je vous disais, on va être assez général. On va parler ben, de la résidence fiscale, forcément, c'est l'essentiel. Et puis ensuite, on déroulera avec l'impôt sur le revenu, comment sont traités les revenus de sources étrangères au Canada, le patrimoine immobilier, mobilier, tout ce qui est les obligations canadiennes déclaratives, auxquelles il faut quand même faire très attention. Et puis à la fin, on aura un petit temps pour tout ce qui est droit de donation, succession et exit tax. Là, pour le coup, je l'aborderai vraiment dans les grandes lignes. C'est clair qu'avec Audrey, on avait fait quelque chose de plus détaillé sur l'exit tax et je pense qu'on sera amené à le refaire. Pareil, on va peut-être faire quelque chose sur tout ce qui est donation, succession, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de sujets. Mais voilà, là, on l'évoquera quand même dans les grandes lignes parce que c'est bien d'avoir deux, trois choses en tête. Ben écoute, Audrey, je pense qu'on peut commencer avec la résidence fiscale, si ça te va. Alors, pour la résidence fiscale au Canada, ça c'est très important, c'est souvent le point de départ puisqu'on doit déposer une déclaration au Canada dès lors qu'on devient résident fiscal canadien. Ok. Quand on est français et qu'on vient s'installer au Canada, que ce soit au Québec ou dans une autre province, il va falloir déterminer à partir de quand on devient résident fiscal canadien et donc par définition, on n'est plus résident fiscal de notre pays d'origine, très souvent la France. Il y a deux critères pour la résidence fiscale au Canada. Ce sont deux critères alternatifs. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il suffit de remplir l'un des deux pour être résident fiscal canadien. Le premier, c'est les liens de résidence importants avec le Canada. Ça, c'est un faisceau d'indices. Donc, on va regarder notamment ben, votre logement, où sont scolarisés vos enfants. Si vous avez un conjoint, une conjointe, on va regarder s'il est avec vous au Canada. On va regarder si vous avez un emploi au Canada. Finalement, c'est tout ce qui va faire que le gouvernement remarque que vous avez la volonté de vous établir au Canada. Attention, ça peut être seulement sur du moyen terme, hein. Ça peut être que 2, 3 ans pour un permis fermé. Il suffit pas de vouloir s'établir pour toute la vie. Même sur une période plus courte, voilà, il peut y avoir des liens de résidence importants avec le Canada. Le second critère, c'est la présence physique. Dès lors que vous restez plus de 6 mois au Canada, sur une année civile, vous êtes considéré résident fiscal canadien et vous devez déposer une déclaration fiscale au Canada, sauf quelques cas très particuliers et exceptions. Mais majoritairement, quand vous restez plus de 6 mois sur le territoire, vous devez déposer une déclaration. C'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Donc attention, on peut arriver en septembre de l'année et devenir résident fiscal canadien, alors même qu'on n'est pas resté 6 mois au Canada sur cette année-là. Donc voilà, il est très important de bien déterminer cette période-là et aussi faites attention parce que chaque pays a sa propre définition de la résidence fiscale, donc ce sera peut-être un petit peu différent dans votre pays d'origine. Si c'est la France, pour le coup, il faut savoir que c'est assez facile puisque il y a une convention et le transfert de résidence fiscale se fait très bien. Donc souvent, la date du départ de France et la date d'arrivée au Canada sont identiques pour la résidence fiscale. Voilà, on va peut-être maintenant aborder, Audrey, si ça te va, l'impôt sur le revenu au Canada. Je ne Oui. sais pas s'il y avait des Alors, choses que avant vous voulez d'y préciser. passer, j'avais une petite question ou une Ouais, petite précision. C'est pas tout à fait relié à ce que tu viens de dire, mais en partie. Ça touche un peu à la résidence fiscale, mais aussi je sais que j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions par rapport à la définition, tu sais, de la résidence principale ouais. quand tu quittes le territoire. Euh, dans quelle mesure est-ce que finalement la résidence fiscale et la résidence principale, du fait qu'on quitte ce pays-là, sont reliées? Alors, en fait, c'est bon, c'est relié, mais c'est pas totalement, comment dire, fondu l'un dans l'autre. Et c'est pas parce qu'on a une résidence principale dans un État qu'on n'a pas une résidence fiscale dans l'autre. Je m'explique. Il y en a certains, très souvent, qui peuvent avoir une résidence principale en France. On a acheté sa maison, on a une résidence principale en France, on va quitter la France pour aller s'installer au Canada. Au Canada, par exemple, on va avoir un bien en location. On va pas forcément aussitôt acheter une maison, ce genre de choses. Vous avez encore ce qu'on pourrait considérer comme une résidence principale en France, puisque vous avez conservé votre maison, vous pouvez la mettre en location ou non. Et pourtant, au Canada, vous allez être résident fiscaux parce que, par exemple, vous allez prendre un bail et puis vous allez scolariser vos enfants à l'école et ça va faire que vous êtes résident fiscaux. Aussi, une autre distinction qui est importante, c'est résidence permanente et résidence fiscale. On peut être résident fiscal d'un État sans avoir la résidence permanente au Canada. Le fait d'avoir un permis de travail fermé, par exemple, de 3 ans, peut faire que vous êtes résident fiscal canadien, et c'est d'ailleurs très souvent le cas. Et inversement, d'ailleurs Exactement. aussi. Mais alors, est-ce que ça veut dire que pour le Canada, par exemple, le fait qu'on soit résident fiscaux canadien, qu'on habite ici, on a une propriété en location ici, mais on a conservé encore notre ancienne résidence principale en France,
est-ce que finalement, pour le Canada, lui, il va considérer que cette résidence en France, c'est pas ma résidence principale? Oui, totalement. Surtout que les exonérations, à chaque fois, pour résidence principale, c'est propre au pays. Donc, Hmm. la France offre une exemption pour résidence principale, c'est pour ce qui se situe en France. Le Canada, c'est pareil. L'exemption qu'offre le Canada, c'est la résidence principale pour la résidence principale que vous avez au Canada. On ne vous accorde pas un régime fiscal de faveur pour une résidence principale que vous avez dans un autre pays. Super, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, on va parler de l'impôt sur le revenu au Canada dans les grandes lignes. Après, on détaillera par type de revenu. Déjà, il faut retenir la date du 30 avril. C'est la date limite pour le dépôt de la déclaration. Donc pour les revenus de l'année 2025, on déposera la déclaration le 30 avril 2026 au plus tard. Attention, c'est la date limite pour le dépôt de la déclaration, mais aussi pour le paiement de l'impôt. Il faut avoir payé l'impôt pour le coup vraiment au 30 avril. Ensuite, ce qu'il faut retenir, et ça c'est une grosse différence avec la France, pour ceux qui sont nouveaux arrivants, vous verrez qu'il n'y a pas de notion de foyer fiscal au Canada. Tout ça, on l'oublie et c'est d'ailleurs chacun sa propre déclaration. Donc, même si on est marié ou autre, au Canada, on va déposer chacun sa propre déclaration de revenus. Il n'y a pas de déclaration commune, ça n'existe vraiment pas au Canada, peu importe notre situation matrimoniale. Aussi, autre petite chose à savoir au Canada, c'est que vous avez bien sûr deux niveaux d'imposition, le fédéral et le provincial. Sur ce point particulier-là, on a une particularité au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec est la seule province qui gère ses impôts de manière indépendante. Donc, quand vous êtes au Québec, vous habitez au Québec, vous allez devoir déposer deux déclarations. Une pour le niveau fédéral, une pour le niveau provincial. Dans les autres provinces, vous payez bien de l'impôt fédéral et de l'impôt provincial, mais c'est l'administration fiscale fédérale, donc l'ARC, qui s'occupe de tout. Donc il n'y a qu'une seule déclaration. Voilà, ça c'est la grosse différence. Au Québec, on a deux administrations fiscales. Et ensuite, on a bien sûr un principe de mondialité de l'impôt, et ça, on va le détailler juste après. C'est-à-dire qu'au Canada, dès lors que vous êtes résident fiscal, vous serez imposé sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Vos revenus canadiens, évidemment, mais aussi tous vos revenus étrangers, donc qu'ils soient français ou qu'ils viennent d'ailleurs dans le monde. Ça peut être américain, je sais pas, anglais, espagnol, voilà. Vraiment, tous les revenus mondiaux sont couverts. Vous allez voir aussi qu'au Canada, vous allez avoir plusieurs déductions et crédits d'impôt qui peuvent être attribués. Je vous en ai mis quelques-uns sur le slide qui sont les principaux que vous allez voir. On va pas tous les détailler, mais il faut penser notamment à tout ce qui est frais médicaux, frais de garde d'enfants, frais de scolarité, achat d'une première habitation au Québec. C'est pareil, ça donne droit à des crédits d'impôt qui peuvent être intéressants. Donc pensez-y quand même et gardez-le dans un coin de votre tête. Alors là, on va parler des revenus donc de sources étrangères, puisque je vous disais juste avant que on était imposable au Canada sur nos revenus mondiaux. Donc nos revenus canadiens, ce qui est assez facile, mais aussi nos revenus étrangers. Il faut savoir que le Canada a signé des conventions fiscales, notamment avec la France et avec d'autres pays, avec quand même beaucoup de pays, qui permettent justement d'éviter la double imposition. On va prendre un cas très concret parce que c'est souvent plus facile. Donc, imaginons que vous venez habiter au Canada et on en parlait tout à l'heure de la résidence principale. Vous avez une résidence principale en France et puis vous la mettez en location, ok? Donc, vous avez un bien en location en France et puis vous êtes résident fiscal canadien. Dans ce cas-là, vos revenus de location, vous devrez les déclarer en France en tant que non-résident, vous serez imposé dessus en France. Mais vous allez aussi devoir les déclarer au Canada parce qu'au Canada, vous êtes obligé de déclarer vos revenus mondiaux. Donc au Canada, on viendra aussi ajouter vos revenus sur votre déclaration canadienne. Là, vous comprenez bien que on a une double imposition parce que vous êtes imposé à la fois en France, mais aussi au Canada. C'est à ce moment-là que la convention fiscale intervient, puisque la convention va vous permettre de demander au Canada, parce que c'est toujours dans le pays de résidence fiscale qu'il faut le demander, un crédit d'impôt pour l'impôt payé à l'étranger. Donc en fait, sur votre déclaration canadienne, vous allez venir dire au Canada, ben moi par exemple, j'ai déjà payé l'équivalent de 1500 dollars canadiens d'impôt en France, et donc ce montant-là, il faut venir le déduire de mon impôt à payer au Canada. Et c'est ce qui permettra d'effacer la double imposition. Ça marche plutôt bien pour le coup, hein. Le seul petit souci qu'on a, mais ça se règle plutôt bien, c'est que vous savez, on a un décalage entre le dépôt de la déclaration française et canadienne. Donc il faut arriver à estimer l'impôt français.
Mais sinon, le crédit d'impôt étranger fonctionne très bien et vous permet d'effacer la double imposition entre les deux pays. Maintenant, on va détailler un petit peu ce qui se passe par type de revenus. Sur les grands revenus principaux, ben voilà, on va commencer par le patrimoine immobilier. Je n'évoque pas tout ce qui est revenu, vous savez, de salaire, de travail ici, etc. Pourquoi? C'est des choses qui sont assez simples. Souvent, vous travaillez au Canada et puis vous avez un emploi au Canada et donc l'employeur vous remet un T4. C'est des choses qui sont assez faciles à traiter sur la déclaration. Parfois, on peut avoir le cas particulier des personnes qui ont des revenus d'emploi mais qui viennent de l'étranger sans avoir de feuille de paye au Canada. S'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là et que vous voulez et si vous voulez qu'on détaille le sujet, on pourra l'évoquer rapidement. N'hésitez pas à nous le mettre peut-être en commentaire ou en question et dans ce cas-là, on l'évoquera. Mais voilà, sinon, on va se concentrer, nous, sur tout ce qui peut un peu poser question plutôt et qui vient de l'étranger. Donc, patrimoine immobilier. Les revenus de location, comme je vous disais tout à l'heure, ben, si vous avez des revenus de location, que ce soit à l'étranger ou au Canada, il faudra les déclarer. En France, pour les Français, il y a plein de régimes fiscaux de faveur sur la location. Vous savez, on a du LMNP, du revenu foncier, on a vraiment plein de multitudes de régimes. On a aussi du micro avec des abattements, du réel, etc. Tout ça au Canada, vous pouvez l'oublier. Il y a un seul et unique régime, c'est du réel. Et peu importe qu'on soit en location vide ou meublée, ce sera toujours la même chose. OK? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre les revenus déjà bruts de location. Ok, donc les revenus bruts de location, c'est les revenus de location que vous avez perçus. Ensuite, on va venir déduire toutes les dépenses de location. Les dépenses de location, c'est tout ce qui est frais de gestion, vos intérêts d'emprunt, vos impôts fonciers, la taxe foncière, etc. en France va être déductible. Si vous avez fait des petits travaux, ça l'est aussi, etc. Donc tout ça, on va pouvoir venir le déduire. Si vous avez déjà des revenus de location en France, il faut savoir que les charges que vous allez déduire au Canada sont quasiment identiques à celles que vous allez pouvoir déduire en France. Donc c'est assez facile. Il y a une spécificité au Canada qui s'appelle la déduction pour amortissement. Ça, en France, vous faites une déduction pour amortissement quand vous êtes en location meublée non professionnelle. Au Canada, c'est possible pour tous les biens. En quoi ça consiste? Ça consiste chaque année à venir constater une charge de location supplémentaire en fonction de la valeur du bien. Ok. L'idée, c'est que votre bien immobilier, il se déprécie dans le temps. La valeur diminue du fait de l'utilisation, ce genre de choses, et que chaque année, on va vous permettre de venir déduire ben, une dépense en plus pour compenser justement cette usure du bien. Ok. La déduction pour amortissement, il se calcule par rapport à la valeur du bien, la valeur d'acquisition ou la valeur du bien à votre arrivée au Canada. Ok. Si par exemple votre bien vaut 150 000 dollars à votre arrivée au Canada, eh bien, chaque année, vous pourrez déduire une petite partie de cette valeur jusqu'à 4% de vos revenus de location. Ok. Attention avec ça, la déduction pour amortissement, c'est intéressant sur le moment parce que très souvent, ça ramène vos revenus de location à zéro et vous n'êtes pas imposé. Mais par contre, à un moment, très souvent, il faut le reprendre. Le reprendre, ça veut dire que les sommes que vous avez déduites au titre de cette déduction pour amortissement, le jour où vous vendez le bien, il va falloir les réintégrer dans votre revenu et ça deviendra du revenu de location imposable. Donc, comme je dis toujours aux clients, attention, la déduction pour amortissement n'efface pas l'imposition, elle vous diffère l'imposition à plus tard. OK? Donc, on garde ça dans un coin de la tête et parce que parfois on a tendance à penser que c'est la solution de facilité, mais attention. Je vous ai mis à droite, et on l'évoquera tout à l'heure, qu'il faut penser quand on a des biens immobiliers au formulaire T1135 sur lequel on déclare ses biens étrangers. On va en parler tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi mentionné l'impôt de départ canadien puisque si vous quittez le Canada et que vous avez des biens à l'étranger, il y a un impôt de départ à acquitter. Voilà. Merci pour ça. Puis c'est vrai qu'on a fait des conférences là-dessus aussi, plus en détail, puis on en Oui, refera encore cette année. ouais, ouais, Désolée pour ouais. le petit bug qui a eu lieu tout à l'heure, là, je voulais juste faire un petit, un T'inquiète, il n'y petit a pas de souci. désolée. Allez, on passe à la suite. Alors, pour le patrimoine mobilier, déjà très rapidement, pour le patrimoine mobilier, on va commencer par quelque chose qui n'est pas mentionné là dans la présentation, c'est les intérêts. Quand on vient de France, on a souvent des petits livrets d'épargne en France, type livret A, PEL, LDD, tout ça. Vous avez des intérêts sur ces comptes qui ne sont pas imposables en France. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un régime de faveur en France que vous avez le droit au même régime de faveur au Canada. Très clairement, le Canada a ses propres régimes de faveur et s'en fiche de ce qui se passe en France.
Donc, vos intérêts de livret A, on s'entend qu'ils ne sont pas très élevés, mais ils seront imposables au Canada, même s'ils ne le sont pas en France, ok? Et c'est vrai sur tous vos livrets. Donc, pensez, quand vous faites votre déclaration, à le mentionner à votre comptable, pour le coup, parce que c'est des choses qui sont quand même importantes si on veut que la déclaration soit conforme. Ensuite, sur le patrimoine mobilier, ben, on va parler du plan d'épargne entreprise, et là, je parle du plan d'épargne entreprise étranger, ok? Donc, hors Canada. Quand vous versez des sommes dans le plan d'épargne entreprise ou l'employeur, quand vous êtes en France, tout ce qui est abondement, participation, intéressement, tout ça bénéficie d'un régime fiscal de faveur et vous n'êtes pas imposé dessus immédiatement. Ok? Au Canada, ce régime ne tient pas. Donc tous les ans, vous allez être imposé sur ces sommes-là que l'employeur ou vous-même vous verseriez dans votre plan d'épargne entreprise et qui n'ont pas été imposés avant. Attention, bien sûr, si c'est du salaire qui a déjà été imposé que vous reversez dans votre plan d'épargne entreprise, dans ce cas-là, il n'y a pas à nouveau une imposition. C'est vraiment pour les sommes, vous savez, qui sont extournées de votre feuille de paye et sur lesquelles vous n'êtes pas imposé. Ces sommes-là, elles seront imposables au Canada. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que sur ce plan-là, il n'y aura pas d'application de l'impôt de départ. OK? Ensuite, pour les actions. Les actions, ça, c'est un traitement qui est un petit peu important. Je vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais il faut le savoir, dans toutes les provinces du Canada, on a toujours sur tous les impôts un barème qui est un barème progressif. Ok? Au Québec, en Ontario, le taux marginal d'imposition, il est autour de 50-53%, hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Le seul type de revenu qui bénéficie d'un régime de faveur au Canada, c'est les actions avec les gains en capitaux. Ok? Le gain en capital, c'est quoi? C'est la plus-value, si on utilise le terme français, que vous allez faire lors de la vente du bien. Ok? Donc c'est le prix de vente moins soit le prix d'acquisition des actions, soit la valeur des actions à votre jour d'arrivée au Canada. Ok? Pourquoi? Parce que quand on arrive au Canada avec des biens, que ce soit des actions ou des biens immobiliers, on a la chance que on peut réévaluer ces biens au jour de l'arrivée au Canada. Ok? Et pour le Canada, ce qui va venir compter ensuite, c'est la valeur réelle de votre bien au jour de votre arrivée. Donc si vous avez par exemple acquis des actions françaises à 5 euros par action et qu'elles valent 10 euros le jour où vous arrivez au Canada, puis plus tard vous les cédez 20 euros, ok? Côté canadien, ce qui va compter, c'est 20 euros moins 10 euros. Parce qu'on va vraiment prendre la valeur de votre bien au jour de votre arrivée au Canada. Donc, vous avez ce qu'on appellerait en anglais une step-up basis, c'est-à-dire que le prix d'acquisition de vos biens est réévalué au jour où vous arrivez au Canada, ce qui est quand même très intéressant si vous avez des biens qui sont acquis depuis assez longtemps et qu'ils ont pris de la valeur. Une fois qu'on a déterminé ce... Oui, Audrey, tu avais peut-être une question? Ouais, j'avais une question justement, bah, peut-être que c'est ça que tu vas aborder maintenant, mais c'est comment est-ce qu'elle est déterminée justement cette valeur-là? Ouais. Alors, cette valeur-là, pour le coup, ben, il y a deux solutions. Si c'est un bien immobilier, on en parlait un peu tout à l'heure, il faut aller voir un agent immobilier et puis lui demander une estimation. OK? Pour les actions, très souvent, quand vous avez des actions qui sont cotées en bourse, c'est assez facile, hein, puisqu'on va avoir la cotation en bourse au jour où vous êtes arrivé au Canada. Il faut simplement que vous pensiez à conserver cette valeur-là. OK? Quand c'est des actions d'entreprise privée, donc c'est-à-dire en dehors du marché coté, très souvent, on peut arriver pour le coup à évaluer la valeur du bien, soit avec des actifs nets réévalués, etc. Le comptable, souvent de la société étrangère, peut vous aider dans la détermination de cette valeur. Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est ne jamais se fixer la valeur pour soi-même sans justificatif. Parce que si un jour on a un contrôle de l'ARC, il faut pouvoir justifier de la valeur et pas simplement avoir fixé une valeur par soi-même. Voilà. Si on revient sur le gain en capital pour l'imposition, donc une fois qu'on a déterminé la plus-value, il y a 50% de cette plus-value qui est imposable. Donc en fait, vous avez un abattement de 50%, il n'y a que 50% qui sera imposable et mis dans votre revenu imposable de l'année et soumis au barème progressif avec votre taux d'imposition personnel. À un moment, il a été évoqué qu'il y aurait une évolution sur cette imposition avec une hausse de l'imposition à 66,67%, etc. Tout ça a été abandonné et laissé de côté. Ça a été repoussé pendant longtemps. Et puis après la démission de Trudeau, ça a été mis de côté. Donc pour l'instant, tout ça n'est pas d'actualité. Je le mentionne quand même parce que ça a été d'actualité pendant 2-3 ans. Donc c'est possible que ça revienne sur la table. Voilà. Ensuite, on peut peut-être passer, voilà, à ce qui est tout ce qui est stock option et assurance vie. Stock option, je ne vais pas le détailler ici. Pourquoi? Parce que c'est des sujets très spécifiques.
C'est très compliqué. Donc, juste pour ceux, si jamais il y a des personnes qui ont des stock options, des RSU, des actions gratuites, tout ça, ça fonctionne un peu de la même manière. N'hésitez pas à le mentionner, on pourra revenir dessus. Mais sinon, c'est très complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours deux périodes. Il y a une période où le gain qui est effectué est considéré comme du salaire. C'est ce qu'on appelle la période de vesting. Et ensuite, après cette période, les stock options fonctionnent comme des actions classiques, donc exactement comme ce qu'on a vu avant. Voilà. Si jamais il y a des personnes qui ont besoin qu'on le détaille, on pourra le faire à la fin, mais pour le coup, c'est pas forcément utile qu'on le détaille pour tout le monde. Par contre, ce qui est très utile, c'est les assurances vie, parce que je crois même que j'ai vu passer une petite question sur le sujet, Audrey. Les assurances vie, c'est très important parce qu'en tant que Français, on a très souvent des assurances vie françaises ou même européennes, type luxembourgeoise, parce que c'est très intéressant en France. Ça l'est beaucoup moins au Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, les assurances vie étrangères ne sont pas qualifiantes. Donc, c'est-à-dire que pour le Canada, ce n'est pas des assurances vie, mais des contrats de placement. Donc, tous les ans, vous allez être imposé sur la prise de valeur latente de votre contrat d'assurance vie. OK? Donc, très simplement, je vais prendre la valeur de votre contrat au 31 décembre, moins la valeur au 1er janvier, et cette différence matérialisera votre prise de valeur dans l'année, qui sera ensuite soumise à l'impôt au Canada. OK? Il n'y a pas de moyen d'échapper à ça pour le coup. Il faut savoir qu'en France, vous aurez une imposition qu'en cas de retrait, etc. Mais pour le coup, pour ce qui est du Canada, vous serez imposé vraiment tous les ans, même si vous n'avez pas retiré de somme et même si vous ne les avez pas effectivement perçus. Voilà. Le seul avantage de tout ça, c'est que comme vous êtes imposé au fur et à mesure, il n'y aura pas d'impôt de départ, d'exit tax à payer au Canada sur ces contrats d'assurance vie. Voilà. Est-ce que Il y a une, Audrey, tu veux qu'on évoque ouais, les quelques questions il y a une question qui vient de rentrer là qui, je pense, est pertinente pour maintenant par rapport aux crypto-monnaies. Oui, Comment est-ce que c'est traité finalement? Est-ce que c'est ouais. traité comme les actions ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est majoritairement traité comme des actions, surtout quand vous faites des ventes. Après, il y a quelques types de revenus qui peuvent être traités comme des intérêts, mais c'est assez rare. Je pense que c'est Pierre qui a posé la question. Oui. Pierre, par contre, attention, tout ce qui est, je sais pas dans quelle province vous êtes, mais dans tous les cas, au Canada, il faut vraiment tout déclarer opération par opération, hein. Si vous venez de France, c'est Ontario, voilà. Ok, Ontario, c'est ça, hein. Il faut vraiment tout déclarer opération par opération. Donc, si vous avez un gros volume de transactions, votre déclaration peut devenir très vite assez complexe Mm. pour le coup parce qu'il faut vraiment tout répertorier. Voilà. Super, merci. Est-ce qu'on avait Alors, d'autres questions, Audrey, il y a eu qu'on pas peut mal aborder d'autres questions qui sont rentrées, mais qui sont plus des questions après assez spécifiques ou générales, et qu'on pourra peut-être les aborder à la fin Oui, si tu es ça marche d'accord. très bien, ça me va. Donc dans ce cas-là, on va passer à la suite et on va passer aux obligations déclaratives supplémentaires. Ici, on va parler du formulaire T1135, ok, et aussi du formulaire T1134, mais qui est plus marginal. On va peut-être évacuer d'abord le sujet de T1134, puisqu'il est un peu plus spécifique. Le T1134, je crois qu'on avait fait d'ailleurs une conférence là-dessus, Audrey, c'est pour les détentions de sociétés étrangères. Donc, si vous êtes résident fiscal canadien et que vous possédez une société à l'étranger à hauteur de 10%, ok, avec les personnes qui vous sont liées, donc c'est-à-dire avec votre famille, alors il faudra produire le formulaire T1134. Le formulaire T1134, vous ne le produisez pas en même temps que votre déclaration de revenus canadienne. Vous le produisez plus tard pour le coup dans l'année qui est donc au 31 octobre. OK? Donc, faites attention à ça. Si vous avez notamment des sociétés de famille type des SCI qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou je ne sais pas, que vos parents ont une société opérationnelle en France et qu'ils ont commencé à vous donner des parts, etc. Faites attention parce qu'il faut peut-être que vous déposiez un formulaire T1134. Ensuite, le formulaire T1135, qui est le plus courant. Lui, il faut le déposer dès que vos biens étrangers dépassent 100 000 dollars en valeur. On s'entend que 100 000 dollars, c'est très vite atteint. Aujourd'hui, avec le taux de change actuel, c'est à peu près 60 000 euros. Donc, si vous avez ne serait-ce que 25 000 euros sur un livret A et je sais pas moi, justement, vous avez gardé votre résidence principale en France, et bien tout de suite, vous dépassez le seuil de 100 000 dollars et il faut compléter ce formulaire. Il faut savoir que ce formulaire, il est uniquement déclaratif. Donc, il n'y a pas d'impôt supplémentaire à acquitter. Par contre, si vous ne le faites pas, vous avez une pénalité de 2500 dollars par an. OK? Il y a seulement une exception pour la première année. Pour le coup, quand c'est votre première année de résidence fiscale, vous n'êtes pas obligé de le compléter, mais ensuite, vous devez le compléter tous les ans. Et vous venez y inscrire
tous vos biens étrangers. Donc, c'est-à-dire que c'est les biens immobiliers, mais c'est aussi tous les comptes bancaires, tous les livrets d'épargne, les contrats d'assurance vie. Si vous avez seulement la nue propriété de certains biens, c'est pareil. Ils sont censés être sur le formulaire T1135. Voilà, c'est vraiment une liste à la Prévert de tous vos biens à l'étranger. Super. Alors justement, je pense que là, j'ai deux questions qui sont pertinentes pour Oui, maintenant. Donc, j'ai un cas d'une personne qui dit que elle et son frère ont reçu des donations, partage de leur part de leurs parents de leur vivant. oui, Ils ont reçu la propriété immobilière et des hectares de terre. oui, Suite au décès de notre dernier parent en 2024, mon frère qui vit en France et moi qui vis au Québec sommes en indivision. Quelle oui. implication pour cette personne en lien avec la fiscalité canadienne, sachant que la maison n'est pas en location? Ok. Alors, pour le coup, ben, en plus, ça va compléter après avec ce qu'on va dire tout à l'heure sur tout ce qui est donation et succession. La bonne nouvelle, c'est que l'impôt, s'il y en avait à acquitter, a été payé en France. Côté canadien, on n'est jamais imposé quand on reçoit une succession ou une donation. Donc, il n'y a pas d'imposition. Ensuite, l'imposition peut arriver si on a des revenus de ces biens-là. Là, pour le coup, on n'a pas de revenus parce qu'on voit qu'il n'y a pas de revenus de location. Par contre, il faut faire le formulaire T1135 et ces biens-là, il va falloir venir les mentionner sur le formulaire T1135. En 2024, s'il y a eu ben, plus de valeur que les années d'avant, il va falloir réévaluer la valeur du bien. Mais il faut vraiment toujours que ce bien figure sur le formulaire T1135. Donc, tant que vous le conserverez, et ben, tous les ans, il faudra le reporter sur le formulaire. Ok, parfait. Voilà. Euh, Deuxième question. Alors, Mélanie qui dit, pour la déclaration des biens étrangers sur le formulaire T1135, il faut déclarer la valeur au plus haut de l'année et la valeur en fin d'année des fonds et des comptes bancaires. Or, j'ai reçu un héritage déclaré en France, mais je ne l'ai pas déclaré au Canada. Est-ce que ça va être considéré comme un revenu ou est-ce que je devrais retirer des valeurs déclarées sur le formulaire T1135? Alors, pour le coup, l'héritage, il n'y a pas besoin, quand il est reçu en France, il n'y a pas besoin de le déclarer au Canada. Pourquoi? Ben ça, on va le détailler après. En fait, ce n'est pas imposable quand on reçoit un héritage ou une succession au Canada. Donc, vous n'aviez pas à le déclarer. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas manqué d'obligations fiscales ou ce genre de choses. Par contre, sur le T1135, attention, parce qu'en effet, si par exemple, vous avez reçu 100 000 euros et que c'est tombé sur votre compte bancaire français, eh ben, il faudra peut-être faire le formulaire T1135, sachant que le formulaire T1135, c'est vraiment que ça excède 100 000 dollars à un moment quelconque de l'année. Donc, c'est-à-dire que si vous avez laissé les sommes un mois sur votre compte courant en France, avant de les rapatrier au Canada, par exemple, eh ben, vous allez devoir déposer le formulaire T1135, même si c'était que pendant un mois que vous avez franchi le seuil. Donc voilà, Ah faites ben, bien attention au formulaire justement, T1135. justement, elle pose la question, est-ce qu'il y a un endroit pour inscrire des dates d'acquisition dans le document du T1135 pour prouver Non, justement les dates non, de il n'y a rétention? pas de date d'acquisition dans le formulaire T1135. Il n'y a pas besoin de répertorier les dates d'acquisition. Ça, vous le gardez vous à titre personnel, mais ça ne doit pas être mentionné dans le formulaire. Ok, super, Voilà. parfait. Merci. Bien, écoute, peut-être qu'on passe Je pense qu'on passe à la suite, hein. aux Ouais, donations de succession. justement. Parce que je pense que c'est un petit peu le sujet là. Alors, d'abord, on va parler des règles côté canadien vraiment, et ensuite on viendra parler du cas où, ben, justement, on est au Canada et on hérite d'une donation succession qui est pour le coup en France, ok? Côté canadien, il n'existe pas d'impôt spécifique pour les successions ou les donations comme on peut le connaître en France. C'est le cas au niveau fédéral et au niveau provincial, également au Québec. Au Canada, ce qui se passe, c'est que quand une personne décède alors qu'elle est résidente fiscale canadienne, on considère qu'elle a vendu tous ses biens. Ok, donc le décès est considéré comme une vente. Donc c'est le défunt qui, sur sa dernière déclaration de revenus, donc on s'entend que c'est une fiction, hein, puisque la personne est décédée, donc c'est un petit peu bizarre qu'elle dépose une déclaration de revenus, mais pour le coup c'est la succession qui prend le relais. Et donc cette personne-là va déposer sa dernière déclaration de revenus, et dessus on va considérer qu'elle a vendu tous ses biens à la valeur de marché au jour de son décès. Ok? On viendra déduire le prix d'acquisition et puis ça va faire du gain en capital qu'on va imposer au niveau du défunt. Et ensuite, les sommes sont distribuées aux héritiers en exemption d'impôt, puisqu'en fait, l'impôt a déjà été payé par le défunt. OK? Du coup, la personne qui reçoit les sommes n'a rien à déclarer, les sommes ou les biens d'ailleurs. OK?
S'il y a une donation, c'est la même chose. Si demain vous décidez de donner un bien à votre enfant alors que vous êtes résident fiscal canadien, sur votre déclaration de revenus canadienne, on va considérer que vous avez vendu le bien et donc on va vous imposer sur le gain en capital. OK? On a une particularité au Canada qui est quand même très intéressante, c'est que les dons de sommes d'argent ne sont pas soumis à impôt. Ok. Donc, si jamais vous êtes au Canada avec vos enfants étudiants et que justement vous projetez de leur donner de l'argent pour les aider, pour se lancer dans la vie active ou que sais-je, il y a aussi des gens, moi je sais, qui voulaient donner de l'argent par exemple parce que leur enfant voulait lancer une entreprise, etc. Dans ce cas-là, profitez du moment où vous êtes tous résidents fiscaux canadiens pour leur donner des sommes d'argent. Parce que dans ce cas-là, il n'y aura vraiment aucun impôt, ni de votre côté, ni du leur. Donc c'est quand même très intéressant. OK? Donc ça, c'est pour le côté canadien. Maintenant, on va parler du cas où je suis donc au Canada, je suis résident fiscal canadien et je reçois une donation ou une succession qui provient de France. Parce que c'est très souvent ce qui se passe. On a souvent nos parents en France qui vont nous donner quelque chose où on va hériter, etc. Dans ce cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le cas de Mélanie, quand je reçois les biens, je ne suis pas soumis à l'impôt au Canada. Je vais payer de l'impôt en France. Le notaire français s'en occupera. Vous allez simplement lui mentionner que vous êtes non résident, mais il s'occupera de tout. Mais vous allez payer de l'impôt en France. Côté canadien, vous n'allez pas payer d'impôt. Et c'est tant mieux puisque d'ailleurs la convention fiscale entre la France et le Canada ne couvre pas tout ce qui est donation et succession. Donc pour le coup, c'est mieux qu'il n'y ait pas de double imposition. Vous allez recevoir donc ces sommes-là au Canada. Les sommes, il faut savoir si par exemple c'est de l'argent, vous pouvez les laisser en France ou les transférer au Canada. Que vous choisissiez l'une ou l'autre des solutions, il n'y aura pas d'imposition supplémentaire. J'ai souvent la demande. Le fait de transférer de l'argent de la France vers le Canada ne génère pas d'imposition en tant que telle. Ok. Et puis ensuite, ces valeurs, par contre, si jamais vous recevez des biens et que vous, soit vous laissez les sommes d'argent en France ou vous avez encore des biens immobiliers en France ou des actions en France, il faudra par contre bien penser à les faire, à les mentionner sur le formulaire T1135. Ok? Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas d'impôt à payer au Canada si je reçois la succession. Si la succession ou la donation provient de France, j'aurai certainement de l'impôt à payer en France, mais le notaire français s'occupera de tout. Et par contre, je pense bien à mentionner la valeur des biens dans mon formulaire T1135 pour l'année où ben, j'ai reçu la donation ou la succession et les années suivantes si c'est encore valable. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions qui ont été posées entre-temps sur la donation ou pas, Audrey, Pas sur mais la donation, non, ok. il y a d'autres questions, du coup, que je les garde pour tout à l'heure. Oh, ça marche. Ben, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va passer à l'exit tax, qui est la dernière partie de la présentation du jour. Et puis ensuite, comme ça, on va pouvoir redescendre peut-être toutes vos questions avec Audrey. Donc l'impôt de départ canadien, là je vous le disais, on va l'évoquer vraiment dans les grandes lignes, hein. On avait détaillé ça avec Audrey, je pense qu'on le refera dans l'année parce que c'est toujours un sujet important quand on part. L'impôt de départ, même si vous êtes juste arrivé au Canada, pensez à avoir ça dans un petit coin de votre tête pour ne pas être surpris de la mauvaise manière quand vous partez. Ok? L'impôt de départ, il s'applique quand un résident fiscal canadien va s'établir dans un autre pays. Donc, c'est-à-dire au jour où vous décidez de ne plus être résident fiscal canadien, vous allez peut-être devoir payer de l'impôt de départ. L'impôt de départ, c'est le cas où le Canada considère, au jour où vous quittez le pays, que vous avez cédé tous vos biens. Ok, donc c'est ce qu'on appelle une disposition réputée. On fait tout comme si vous aviez vendu vos biens. Ok, donc ça peut être ben, vos biens immobiliers étrangers, ça peut être des actions, etc. Et sur tous ces biens-là, on va calculer le gain en capital. Et ensuite, on va venir l'imposer. Donc exactement comme je vous ai expliqué pour les actions tout à l'heure, on viendra prendre 50% du gain qui sera mis dans votre revenu imposable sur votre dernière déclaration d'impôt. OK? Il y a des exceptions. Et ces exceptions, elles sont quand même importantes. La première exception qu'on a, c'est pour tout ce qui est compte bancaire. Tout ça n'est pas soumis à un impôt de départ. Si vous avez des comptes d'épargne, etc., il n'y a vraiment pas d'impôt de départ dessus. Tout ce qui est REER et CELI, si vous en ouvrez pendant que vous êtes au Canada, tout ça, ce n'est pas soumis non plus à un impôt de départ. Les biens immobiliers canadiens non plus ne sont jamais soumis à un impôt de départ. OK? Et la dernière exception, qui est souvent la plus importante, qu'on entend très souvent, j'entends souvent, ah, moi, j'ai pas d'impôt de départ à payer parce que je suis resté moins de 5 ans au Canada. Ça, c'est vrai uniquement en partie, parce que l'exemption, elle couvre les biens que vous aviez à votre arrivée au Canada si vous y restez moins de 5 ans. Donc, je m'explique. Si vous avez résidé moins de 5 ans au Canada
et que quand vous étiez arrivé au Canada, vous aviez deux biens immobiliers français. Vous restez 4 ans au Canada, ces biens-là ne seront pas soumis à impôt de départ, ok? Par contre, attention, vous arrivez au Canada, vous aviez un bien immobilier en France. Au bout de 2 ans, vous achetez un second bien immobilier en France. Au bout de 4 ans, vous quittez le Canada. Le premier bien, il ne sera pas soumis à impôt de départ parce que vous êtes resté moins de 5 ans et vous l'aviez déjà quand vous êtes arrivé. Le second bien, par contre, certes, vous êtes resté moins de 5 ans au Canada, mais par contre, vous ne l'aviez pas à votre arrivée. Donc lui, il sera soumis à impôt de départ. L'exemption des 5 ans, elle est vraiment applicable uniquement aux biens que vous aviez au jour où vous êtes arrivé au Canada et si vous restez moins de 5 ans. Si vous avez acquis des biens depuis, il y aura impôt de départ. Après 5 ans, c'est facile, il y a impôt de départ sur tous les biens, sauf les exemptions que je vous ai mentionnées, donc c'est un petit peu plus facile. Mais voilà, faites vraiment attention à cet impôt de départ parce que ça peut peser beaucoup sur votre dernière déclaration de revenus canadienne. Et parfois, il y a souvent quand même beaucoup de liquidités à sortir, plus ou moins, mais il faut quand même l'anticiper et demander des simulations en amont très souvent et ne pas attendre la dernière déclaration en avril pour se rendre compte qu'on a beaucoup de liquidités à sortir et beaucoup d'impôts à acquitter. Voilà. Et C'est donc le là, c'est moment le des moment tant questions. attendu pour les questions. Ok, alors donc je les reprends. Puis pendant ce temps-là, s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions, là, n'hésitez pas à les poser, Ouais. que ce soit dans le chat ou dans le Facebook Live, n'hésitez pas. Je vais Et les puis aussi, reprendre au fur et à mesure. petite précision, peut-être, si jamais vous Oui, voulez, ben, Audrey, peut-être tu peux aussi passer la slide suivante, il y a mes coordonnées, si jamais il y en a oui, certains où il y a des sujets personnels dont vous voulez parler, etc. Vous pouvez pour le coup le prendre, ben, vous avez le lien de mon calendrier ou mon adresse mail, vous pouvez m'écrire, voilà. Il faut savoir qu'on fait toujours exact. un premier rendez-vous, souvent de rencontre de 30 minutes sur lequel on répond à vos questions, etc., qui est non facturable. Voilà. Donc, pour le coup, ça peut très bien Ouais, permettre bon point. d'évaluer votre situation ensemble et de faire un Exact. point avant d'avoir une proposition de service. Oui. Alors, la première question, ça portait sur le début au niveau de la résidence fiscale. Oui. On parlait justement des gens qui peuvent être résidents fiscaux canadiens, mais pas forcément résidents permanents. Mais la question là, justement, c'était sur l'inverse. Est-ce qu'on peut être résident permanent, mais pas résident fiscal? Alors, ça peut, mais dans ce cas-là, il faut par exemple que vous ayez peu de liens de résidence avec le Canada, ok? Donc, je ne sais pas quelle est la situation, mais par exemple, si vous êtes en couple avec des enfants, pour ne pas être résident fiscal canadien, ça suppose que vos enfants soient scolarisés à l'extérieur du Canada. Ça suppose aussi que vous habitiez avec votre conjoint à l'extérieur du Canada au moins la majeure partie du temps. Donc, si vous êtes 3 mois par an au Canada, par exemple, je sais pas moi, vous venez 3 mois en été, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Mais il faut vraiment penser à bien avoir peu de liens avec le Canada. Si, à l'inverse, vos enfants sont scolarisés au Canada, que vous avez un bien immobilier au Canada dans lequel vous habitez toute l'année ou une grande partie de l'année, que vous êtes inscrit à la salle de sport au Canada, que le week-end vous allez manger au restaurant au Canada, là, pour le coup, vous serez résident permanent et résident fiscal. Ok. Et alors, par exemple, si, donc là, dans le cas présent, la personne dit qu'ils auraient passé une année complète à l'extérieur du Canada, donc en l'occurrence en France. Ouais. Pour cette année-là, est-ce qu'on peut considérer donc qu'il n'y a pas de résidence fiscale avec le Canada? Oui, totalement. Si, par exemple, pour X ou Y raison, pendant un an, vous partez en France, je sais pas, pour des raisons professionnelles ou autres, en effet, on considérera qu'il n'y a pas de résidence fiscale au Canada. Donc, il faudra dire au Canada, ben, que vous partez sur la déclaration pour l'année où lequel vous partez. Ensuite, il faudra dire que vous êtes de retour et redéposer une déclaration en tant que résident fiscal. Ok. Donc toujours aussi par rapport à la déclaration de revenus, si on habite dans deux provinces différentes dans la même année, c'est la même déclaration qui va tenir compte des deux, Ouais, alors, ce qui se passe dans ce cas-là, quand on a un changement de province dans l'année, c'est que ce qui compte, c'est la province où on habite au 31 décembre. C'est toujours la province où on habite au 31 décembre qui peut imposer. Donc, si par exemple vous étiez 6 mois en Ontario, puis 6 mois au Québec, ce sera le Québec qui pourra imposer et l'Ontario n'a pas le droit d'imposer. Voilà, c'est Ok, toujours vraiment là où vous êtes au 31 décembre. ok, parfait. Je continue avec les questions. Ça, Oui, on y a répondu. Alors, je reviens sur les histoires de crypto-monnaie avec les déclarations opération par opération. Il y oui. a une personne qui demande qui avait entendu dire que finalement, ils avaient fait marche arrière
sur la déclaration opération par opération. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors pour le coup, je n'ai pas vérifié pour cette année. Je sais que l'année dernière, on a dû faire des déclarations opération par opération. Là, pour cette année, je me suis pas encore posé la question. Savoir que surtout au Québec, les obligations sont plus fortes qu'ailleurs. Donc attention quand même, au Québec, il fallait même déclarer ne serait-ce que les échanges, etc. hein. Donc voilà, faites attention. Moi, j'ai pas vérifié ce qu'il en était là pour cette année, pas encore, parce que j'ai pas encore commencé les déclarations, mais je vais vérifier ça dans quelques semaines. Mais voilà, quand même prudence sur le sujet. Après, il faut toujours faire au mieux. Moi, j'avoue que j'ai des clients, par exemple, parfois, il y a tellement d'opérations qu'on ne peut pas tout déclarer opération par opération. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve un tableur très détaillé avec toutes les opérations en interne. On déclare tous les résultats, forcément tous les gains, etc. à l'ARC. Et en cas de contrôle, ben, on pourra présenter le fichier avec l'ensemble des opérations. Ok, Voilà. super, ça marche. Alors, question de la personne, tu sais, la personne qui avait hérité de la maison de ses parents avec Oui, les hectares de terrain conjointement avec son frère. oui, Cette personne-là se demande, étant donné qu'elle est maintenant en indivision finalement avec son frère sur cette propriété-là, oui. comment est-ce qu'elle doit remplir la T1135 ou c'est quoi les implications qu'elle a au niveau de sa déclaration de revenus avec le Canada? Ouais, alors l'indivision, ça ne change pas grand-chose, ça veut juste dire qu'en fait, vous détenez la moitié de la valeur. Parce que si demain vous vendez, ben vous aurez 50% de la valeur et votre frère aussi. Donc en fait, sur le T1135, au lieu de déclarer la valeur globale du bien, ben, vous déclarez que votre part à vous. Voilà. Et par exemple, s'il y avait des revenus de location, comme vous êtes en indivision, ben, vous auriez chacun 50%, donc vous déclariez au Canada que 50% de vos revenus. Voilà. Mais pour le coup, sinon, il y a pas d'autre incidence. Ok, super. Voilà. Question suivante concernant l'assurance vie. Donc, on Oui. parlait de la différence entre le 31 décembre et je crois que c'est le 1er janvier, c'est ça? Ou c'est du 31 Oui. décembre au 31 décembre? Ouais, en Ok, fait, 31 tu sais, décembre. souvent, c'est la même valeur entre 31 décembre et 1er janvier. Donc, 31 ça va. Ou alors, ça peut Ok, être 1 ou 31. Pour le coup, c'est souvent la même valeur qui est retenue. hein. ok, ça marche. Et est-ce que les frais de gestion sont intégrés là-dedans? Alors, non, les frais de gestion, ils vont passer à côté et eux, ils vont passer en frais déductibles. Parce qu'en fait, au Canada, il faut savoir que tout ce qui est frais de gestion, etc., en fait, dès lors qu'on a des frais qui servent à rapporter un revenu, donc tout ce qui est frais de gestion de compte, etc., on peut les déduire pour l'impôt. Donc, en fait, on va les extourner de côté et puis ça passera vraiment en frais. Ok, Voilà. parfait. Ben, écoute, c'était la dernière question qu'on avait dans le chat. Donc, tout le monde te remercie d'ailleurs et tout le Bah, monde te dit écoutez, que c'était merci très à tous en tout intéressant. cas. Merci pour Audrey pour l'accueil, forcément, mais aussi pour les questions. Pour le coup, on a quand même eu pas mal de Ouais, questions. on a eu, J'espère qu'on a balayé tous c'était les très sujets. agréable d'avoir une audience qui était aussi participative. J'ai bien apprécié ça. Ouais, c'était super. Pour le coup, c'est assez chouette ça. Ben, on va dire que j'ai moins l'impression de parler toute seule, donc c'est plutôt cool. Exact, ça fait toujours plaisir. En tous les cas, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on voit à l'écran tes coordonnées avec ton code QR, etc. Pour ceux qui nous regardent, que ce soit en direct ou en différé, n'hésitez pas à prendre les coordonnées et à contacter Amandine si jamais vous avez des questions. Restez à l'affût également, on va avoir d'autres conférences qui vont avoir lieu, que ce soit avec Amandine ou avec d'autres invités, notamment demain, on va parler des REER. Donc, n'hésitez pas à venir très nombreux pour parler de ça. Merci Amandine. Merci Audrey, merci à tous. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Bye bye.